Eh bien, je suis heureux de recevoir maintenant le général Henri Roure dans cette matinale. Bonjour, mon général. Bonjour Nicolas, je suis ravi d'être sur GPTV en Eh bien, ce on est jeudi de ravis de vous recevoir. l'Ascension. Jeudi de l'Ascension, ouais. 40 jours après Pâques. Exactement. Je viens d'écouter mon compatriote François. Effectivement, nous nous connaissons depuis longtemps, nos familles se connaissaient et on a des rapports très, très amicaux, Eh bien, dites donc, le monde est petit. n'est-ce C'est pas? belle conjonction, belle connexion ce matin qui fait plaisir. Vous êtes d'accord avec ce que dit François Martin, cette notion de feu? Moi, j'ai trouvé très fort ce qu'il a dit avant même de débuter cette entrevue, cet échange. Alors, je suis d'accord. Le dernier sujet, c'était la mort programmée, l'assassinat d'État. Je suis tout à fait sur la même longueur d'onde. Vous savez, quand on parle de mort dans la Constitution, que l'on tue les enfants à naître, que l'on assassine les vieilles personnes ou les personnes qui gênent la société parce qu'elles coûtent cher, parce qu'il il y a une nécessité d'entretien, j'entends médical, il y a un problème de civilisation. J'ajoute qu'il y a un paradoxe, il y a un véritable paradoxe. On tue les enfants à naître, on tue les vieillards et les handicapés, c'est déjà de l'eugénisme. Mais ce qui est paradoxal, c'est que l'on maintienne en vie, aux frais de la société, les pires criminels. Et là, il y a une contradiction fondamentale qui prouve bien que notre système politique est totalement absurde. Que ce soit de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, il n'y en a pas un pour instaurer un peu de cohérence dans la vie politique et dans les décisions qui approchent la philosophie, qui approchent en fait plus que la philosophie, qui tiennent de la dignité. François a parlé de dignité, et de l'humanisme, de l'humanité. Voilà ce que je peux ajouter. Enfin, sinon, je redirai ce que François a dit. Hmm. Et, très bien, je rappelle le général Henri Roure, Saint-Cyrien, docteur d'État en sciences politiques. C'est ce double cursus qui nous intéresse évidemment au premier chef dans vos analyses. Aujourd'hui, on veut parler aussi de votre dernier ouvrage, Dieu toujours heureux en France, point d'interrogation, qui vient de sortir. Et oui, c'est la question. Est-ce que, en tout cas, la France est à la croisée des chemins? Elle est à la veille de sa mort ou de sa renaissance, général Roure, si vous voulez Oui, alors, planter le décor de façon introductive avant de développer le sujet. oui, alors, Dieu toujours heureux en France, le titre peut étonner, évidemment. Ça n'est pas un bouquin sur Dieu et un bouquin de religion, mais c'est une allusion à une expression allemande. Pour les germanistes, ça parle tout de suite, hein, c'est Glücklich wie Gott in Frankreich, heureux comme Dieu en France. Alors pourquoi j'ai pris ce titre précisément? Parce que il montre dans sa traduction, en tout cas, que en France, on peut être heureux et que les Allemands, par le passé, considéraient que la France était le pays d'équilibre, le pays de la force, le pays euh, également de la joie de vivre, de la sagesse, de l'intelligence. Et finalement, je parlais de philosophie et d'une philosophie équilibrée et humaniste. Donc c'était ce que les Allemands voulaient dire par Glücklich wie Gott in Frankreich. Certains, en Allemagne toujours, alors maintenant je ne sais pas ce que les Allemands en pensent, hein, évidemment, mais certains ajoutaient, pour nous définir, nous Français, ils parlaient de la grande nation. La grande nation. Et la grande nation, il y avait une sorte d'envie de leur part. Donc, cette envie, est-ce que nous la suscitons encore à l'étranger? Cette envie d'être en France. Alors, vous me direz, il y a les migrants, bien évidemment, hein, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Pour les raisons d'ordre philosophique, d'admiration et d'adhésion à ce que représente la France, c'est la question, est-ce que c'est toujours vrai? Voilà, globalement le décor. Alors je me suis interrogé, évidemment,
vous êtes parfaitement au courant de la situation de notre pays aujourd'hui, et je me suis demandé pourquoi il y avait cette espèce de déclin que l'on ressent tous. Il y a des interrogations fondamentales, hein. D'abord, je me suis dit, en écrivant ce livre, est-ce que je recherche la vérité? Est-ce que je ne suis pas un idéologue? Alors, un idéologue, c'est quelqu'un qui adhère à une conception préétablie de la société, de la vie, etc. Et moi, je me suis appuyé, enfin, je me suis appuyé sur des faits. Et quand on fait une accumulation de faits, qu'on les met en perspective, on peut approcher au moins la vérité. Vous savez, en janvier 2024, au Parlement européen, il y a une résolution qui a été adoptée, pardon, décidément, excusez-moi pour ce lapsus, adoptée sur une conscience historique éclairée. Une conscience historique éclairée. C'est Madame Sabine Verheyen, une Allemande, justement, hein, qui est une amie de Madame von der Leyen, qui disait que les Européens doivent être vaccinés contre la désinformation. Contre la désinformation. Mais qu'est-ce que la désinformation? Peut-on me définir la désinformation? Je crois que la véritable désinformation, elle est précisément dans l'idéologie. Alors, je crois que le fondement de ce bouquin, le fondement de ma réflexion, c'est que la France n'est pas à sa place dans l'Union européenne. Oui. Elle n'est pas du tout à sa place. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, qui est une administration internationale à laquelle on a confié des pouvoirs exorbitants, écrase notre personnalité. De Gaulle pensait, je cite assez souvent le général de Gaulle parce que finalement, il a dit des choses qui aujourd'hui ne pourraient pas être dites par nos hommes d'État, nos hommes politiques, sans se faire clouer au pilori. De Gaulle pensait que chaque peuple était bien distinct. Et en janvier 1963, il constata que l'Europe occidentale était devenue un protectorat américain. Et là, je fais allusion à mon premier, enfin bon, c'était pas mon premier bouquin, mais le bouquin précédent, Dieu n'a pas béni l'Amérique. Oui. Et effectivement, Dieu n'a pas béni l'Amérique. Je ne vais pas revenir sur cet ouvrage, mais l'Amérique a voulu dominer le monde et ça, c'est une constante. Et à partir de 45, ça a été une tentation extrêmement forte, au point que en 91, au moment de la dislocation de l'URSS, l'hubris états-unien a été appliqué dans toute sa puissance et les États-Unis ont voulu imposer au monde l'American Way of Life. Donc tout ça, on le sait. Et l'Union européenne s'est positionnée en tant que succursale des États-Unis. Donc il y a une double subordination quand on appartient à l'Europe jusqu'à présent, hein, jusqu'à l'élection de Trump. Hein, c'est subordination à cette organisation internationale, l'Union européenne, et subordination indirecte, mais puissante malgré tout, aux États-Unis par le biais d'une adhésion à des prétendues valeurs états-uniennes, à l'OTAN, etc., etc., et puis à la politique extérieure générale de cette puissance outre-Atlantique. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous avons, avec l'Union européenne, qui nous écrase, un triste bilan. On nous a imposé un certain nombre de raisons, hein, je dis bien imposé, des arguments, hein, plutôt, pour justifier l'Union européenne. Le premier, c'est le tout premier, hein, c'est l'argument sécuritaire. L'argument de la sécurité. Vous vous rendez bien compte avec ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie et ce qui s'est passé ce qui se passe encore
en Ukraine. La sécurité et la paix, hein, c'est la paix, c'est ça qui est l'élément numéro un. Vous avez parfaitement raison, la paix universelle. Donc on a des armées, évidemment, et puis les dividendes de la paix de M. Fabius, par exemple. Donc l'argument de sécurité et de paix, on voit bien que c'est un faux argument, alors que le monde entier est en feu, ou quasiment, et que l'on nous implique, nous Européens, ou Français et les autres pays et les autres peuples, dans les guerres qui ne nous concernent pas vraiment. Donc cet argument, il est faux. Il est faux. Il y a eu aussi un deuxième argument, c'est l'argument monétaire et financier. C'est ça. La France a connu les 30 Glorieuses, vous vous en souvenez, Nicolas, hein, les 30 Glorieuses. Je suis né à la fin des 30 Glorieuses, mais oui, bien sûr. Non, mais je parle en tant qu'analyste, bien évidemment. Oui, exactement. Oui. Les 30 Glorieuses, les 30 Glorieuses, ça concernait la France. Je me souviens d'avoir lu un bouquin, L'envol de la France dans les années 80, rédigé par un Américain dont j'ai oublié le nom, bien sûr. Mais c'était la France était regardée avec étonnement et envie par le monde entier. Alors, et puis, après les 30 Glorieuses, on a donc l'Union européenne arrivant avec davantage de contraintes, ça a été l'effondrement de notre PIB à cause du maintien dans un système. Et puis l'adhésion à l'OMC, le contrôle du budget par la Commission, puis la monnaie. On n'est pas maître de notre monnaie. L'euro, c'est un système c'est une monnaie qui initialement était alignée sur le marque. Le rapport, c'était de 1 à 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, vous étiez né, hein, oui. Donc vous devez, vous devez vous en souvenir. Serpent monétaire européen. Oui, nous n'avons absolument pas l'autorité. Et puis, il y a la solidarité. Cet argument aussi a été avancé. Mais quid de la solidarité? Regardez, je suis soldat, hein, je prends l'exemple de l'armement. La France produit un armement d'une extrême qualité, hein, très performant, mais nous avons toutes les difficultés on les vend dans le monde entier, sauf en Europe. Le F-35, par exemple, cet avion états-unien, est préféré au Rafale. Et je dis au passage que le F-35 nécessite un système informatique électronique qui est aux États-Unis. Et tous les avions F-35 sont, d'une certaine manière, contrôlés par un dispositif qui est aux États-Unis. Ce qui fait que ça pèse évidemment sur la dépendance des États qui ont acheté le F-35. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. On pourrait en trouver évidemment ailleurs. Et puis surtout, je crois que la nécessité d'un modèle collectif. Et cette nécessité d'un modèle collectif, ça s'est traduit par une hostilité au modèle français, parce que la France, et ça j'en parlais dans les prémices de mon propos, la France est un modèle, c'était un modèle. Hein. Et la dimension de la France historique, mais rémanente, elle gêne. Je prends, donc il faut détruire cette exemplarité de la France.